Et alors, Cheikh, en 1981, que s'est-il passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 80, c'est-à-dire à la fin de cette même année, le 5 décembre précisément, la police a découvert par hasard tous les documents du Congrès constitutif. Donc, au bout d'une année, toute l'organisation s'est trouvée complètement à découvert. Et là, la longue liste du bureau exécutif, du bureau politique, aussi du conseil de la Choura et donc toute la liste des, entre guillemets, de Ummal qui étaient les gouverneurs. Parce qu'en fait, la Jama'a a été structurée pour faire un État parallèle. Donc un État parallèle à l'État, avec des gouverneurs qui s'appellent des Amel et avec des bureaux exécutifs, avec tout. On a découvert ça en décembre 1980. À cause d'une erreur du responsable du bureau politique lui-même et du responsable de la sécurité de l'organisation. Tous les deux, ils se promenaient naïvement avec une valise qui contenait tous les documents du Congrès constitutif. On a essayé de cacher ça pour toutes les bases, mais voilà, ça a été connu par la suite. Cette année-là, je n'avais pas su que c'était comme ça. Et toujours, on me cachait des fautes pour pouvoir avoir encore ma sympathie, pour pouvoir tirer le plus de profit de mes efforts. Cette année-là, on a eu besoin de faire une expansion au niveau de la prédication. Et surtout, l'organisation avait besoin de représentants qui pouvaient défendre ses intérêts et ses causes partout. C'est-à-dire, il n'y avait que 3 ou 4 personnes qui pouvaient parler, et il était grillé, et du coup, la majorité ont été ramassés dans un coup de filet, comme on dit, dans une rafle, une grande rafle. Il était envoyé faire une année d'armée. Dans l'année universitaire 80-81, on n'avait pas suffisamment de gens qui pouvaient parler avec éloquence dans les assemblées et tout ça. Alors, j'ai présenté un programme de formation. C'était le premier programme de formation que je confectionne. C'est la formation des porte-paroles de l'organisation. Et je l'ai appelé les jeunes les comités de la préparation opérationnelle. Parce qu'il s'agissait non seulement de parler, mais aussi d'organiser beaucoup de choses. Et mes lectures que j'ai faites auparavant sur le syndicalisme et sur des expériences syndicales m'ont permis d'être celui qui va chapeauter toute cette nouvelle structure qui s'est érigée petit à petit comme une organisation parallèle à l'organisation même de la Jama'a islamique. C'est-à-dire, pour chaque faculté, il y a un comité, il y a un comité central pour les 4 facultés ou les 4 instituts. Et moi, j'enseignais donc pour les centraux, et chacun d'entre eux va enseigner ce qu'il a appris pour l'équipe de sa faculté. On a travaillé comme ça pendant presque 6-7 mois, jusqu'à ce que quelqu'un de la centrale, c'est-à-dire du comité exécutif, est passé voir ça de près. Il a découvert que l'idée de la direction même du mouvement, la direction régionale, les idées ont commencé à changer. Il commence à avoir cette aptitude de bien discuter avec lui. Et il a de plus en plus de mal à faire passer son mot. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, peut-être à cause de ça, finalement, ils ont dit que ça ne doit pas continuer comme ça. Alors, quand ils ont dit ça, moi, je cherchais la première occasion pour me retirer parce que ça m'a pris beaucoup de temps et je gagnais rien. Donc, je me dépense comme ça. Quand ils ont dit ça, mais je leur ai dit, moi, quant à moi, j'ai d'autres choses à faire. Donc, allez-y, faites-le comme vous voulez. Par la suite, ils ont continué d'une autre façon. Je n'ai même pas voulu
voir de près ce qu'il faisait. Et je me suis consacré à un travail de recherche qu'il me confie, c'est préparer un projet organisationnel pour tout le mouvement, parce qu'ils ont distribué entre-temps des sujets de recherche pour tous les membres qui pouvaient faire de la recherche. Et c'était dans le cadre d'un grand projet culturel pour faire face à l'invasion culturelle. On a quand même compris que s'agissait d'une invasion culturelle. Pour faire face à l'invasion culturelle, on a fait un grand projet qui s'appelle le Shu'ur al-Awlawiyat. Donc le projet des priorités. Et là, on a distribué des grands projets de recherche à tous ceux qui voulaient faire de la recherche. J'avais pris ce sujet-là, la théorie de l'organisation dans le mouvement révolutionnaire. Donc, il s'agissait de trouver la meilleure formule pour une organisation, pour un mouvement révolutionnaire. Et bien sûr, quand je prends un travail de recherche, j'ai droit à tous les documents. Alors là, j'ai droit à une demi-tonne de documents de tout le monde. J'ai même reçu les tracts de certains mouvements afghans, des mouvements iraniens, des mouvements pakistanais, de l'Égypte, toute l'archive des frères musulmans de l'Égypte, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai pu l'avoir sous la main, et c'était un grand régal pour moi, parce que sans ça, j'avais jamais eu une occasion pareille. Et là, il était bien généreux, parce qu'il savait que je travaille consciencieusement et je pourrais faire du travail utile. Mais malheureusement, ça ne va pas aboutir, parce que j'ai pris cette responsabilité vers la fin de mars, et au bout de quelques mois, le régime a bien étudié le dossier de la découverte qu'il avait fait quelques mois auparavant. Il a décidé de mettre tout ce bon monde, dont il a trouvé le nom sur les papiers, il a dit il n'y a pas mieux que de les mettre tous en prison, et par la suite on va voir. Alors, il a fait une grande rafle, les a mis en prison, croyant que voilà, c'était quand même un mouvement qui est plutôt sur le papier que sur le sol. Mais lorsqu'ils ont été arrêtés, la grande découverte, c'est qu'ils n'étaient pas préparés aux interrogatoires. Quelqu'un m'a dit qu'on posait à certains une question, ils répondaient pendant 3-4 heures. Donc, ils étaient très généreux dans leurs aveux. Et du coup, ce n'est pas 90 personnes qui étaient sur le papier qui vont être arrêtées, mais plusieurs milliers de personnes qui devaient être arrêtées. Ça, c'était en juillet. Mais entre-temps, il s'est passé une chose. Et ça, ce qui est le plus intéressant. Ayant eu vent d'une attaque de régime proche, c'est-à-dire ils avaient compris, certains leur ont dit que voilà, quand même vous allez être arrêtés. Hein. Ils ont voulu faire un acte de prévention, donc ils ont décidé de faire une demande de visa pour une activité politique reconnue. Ils ont déposé cette demande le 6 juin. Ils ont fait une conférence de presse le 6 juin. Avant cela, donc les dirigeants se sont distribués sur toutes les régions pour convaincre les leurs, parce que tout le monde serait surpris d'une telle décision. Ce n'était pas du tout dans la tête de n'importe qui qu'on va se transformer en un parti politique. Ce n'est pas la vocation du tout. La Jama'a Islamiyya, c'était plutôt une organisation culturelle, religieuse, qui travaillait dans le sens de revivification de la vie islamique dans la société. Ici, il y a des objectifs politiques, ce sera à très très long terme, c'est-à-dire on parle de 40 ans, 50 ans, mais pas à court terme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la majorité des cadres moyens et régionaux n'étaient pas prêts à accepter ça, et il était obligé de circuler dans toutes les régions, et nous avons eu droit à la visite du chef du bureau politique central, qui était donc l'un des 6 qui vont déclarer la demande de visa, avec un chef régional
de la région de Sfax. Ils étaient tous les deux dans une réunion à la mosquée la nuit du 5 à 6 juin. On a passé toute la nuit à discuter. J'étais contre le passage et la transformation de la Jama'a en une organisation politique, en un parti politique. Et la majorité de ceux qui étaient à la mosquée, qui étaient environ 200 personnes, étaient contre. Mais finalement, ce n'est pas la majorité qui était présente, qui décide, c'est une minorité des gens, qui étaient 23 personnes, qui se sont réunis par la suite, en secret, et ont cautionné la décision, en me disant par la suite, écoutez, même si on leur a fait comprendre que c'est ça, même si Sfax en entier ne souscrit pas, déjà la décision est prise. Parce que demain, ça sera donc la déclaration de cette fameuse demande de visa. Alors moi, c'était ma révolte. Je leur ai dit, puisque votre décision était déjà prise, pourquoi nous avez vous mobilisé pour tout ce travail? Nous avons resté une nuit pour discuter, tout ça, pour une décision déjà prise et consommée. Et lui, le type, il m'a dit, personne, il m'a dit, mais moi je dois être à 10 heures à Tunis demain, parce qu'à 10 heures, on a une conférence de presse. Et c'était 3 heures du matin, il m'a dit que je vais dormir quand même 1 ou 2 heures pour que j'arrive à 10 heures à Tunis. Je lui ai dit, pourquoi tu t'es fait tant de mal et tu as fait du mal à nous aussi. Alors, peut-être sous le coup de l'émotion, on s'est réunis, quelques-uns, pas beaucoup, de ceux qui étaient mes amis proches et ceux qui étaient complètement contre cette action, et on a décidé, le jour même, de fonder une autre organisation qui serait apolitique et qui doit, avec son nom, représenter notre programme d'action. J'ai insisté que le nom doit lui-même comprendre le programme d'action, pour que par la suite, ce ne sera pas possible de nous coller une étiquette. Nous travaillons pour la rénovation et nous travaillons pour l'unification. L'ijtihad wa tawhid. Donc, on s'est appelé comme ça, mouvement de la rénovation et de l'unification. Au départ, on n'avait pas un programme, mais on avait une ligne déjà claire. C'est-à-dire, on va continuer ce qu'on faisait dans le cadre de la Jama'a islamienne, mais dans un sens apolitique. Et par la suite, ça sera à nous de rédiger un programme et de choisir une ligne de pensée, d'instruction. Et par la suite, c'est à nous de décider de rester comme ça ou de transformer notre organisation. Mais c'était un point essentiel, c'est-à-dire le jour même où le mouvement de la tendance islamique en tant que parti politique a déclaré sa présence le 6 juin, le jour même, il y a eu naissance d'une organisation, cette fois clandestine, complètement secrète, qui s'appelle le MRU. Tout ça en 1981. En 1981, le 6 juin, le même jour.